Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, c'est avec l'accent de la sincérité que vous avez choisi de vous consacrer à perpétuer la gloire de votre grand-père, Marcel Pagnol. Il nous a quittés voici exactement 50 ans, jour pour jour. Nous allons le raconter avec vous et le célébrer. Bonjour Nicolas Pagnol. Bonjour cher Jacques. Alors c'est vrai que 50 ans exactement après le départ de Marcel Pagnol, il est plus que jamais d'actualité. On va l'évoquer à travers des dates clés et on va commencer par entendre sa voix. Je déjeunais chez Pierre Lazareff et sa femme était assise à côté de moi. Souvenir que nous avons évoqué. C'est vrai que sa voix, c'est l'accent de la sincérité, mais du midi, incontournable. Oui, il a un talent de conteur. Il avait un talent de conteur formidable. Une voix très posée, très sympathique. Il inspirait, je crois, la sympathie et la tendresse, avec beaucoup d'humour. Alors, il se trouve que si aujourd'hui vous célébrez les 50 ans du départ de Marcel Pagnol, c'est parce que le 22 août 2016, Jacqueline Pagnol vous a passé le flambeau. Oui, parce que ce sont des textes qui n'ont jamais été publiés. Pas du tout. C'est vrai qu'elle nous a quittés. Elle a dit c'est toi, Nicolas, qui doit assurer la relève. Oui, enfin, elle l'avait dit déjà bien avant, car elle m'avait demandé de reprendre le flambeau alors que j'avais 35 ans, je crois. Donc ça commence à remonter un peu. Mais en tout cas, avant de partir, elle m'a dit qu'elle était très très fière de moi et très heureuse que ce soit quelqu'un de la famille qui ait repris le flambeau et pas quelqu'un de l'extérieur. Oui. Est-ce que vous savez, bon, ils se sont mariés, je crois, en 45. Est-ce que vous savez comment elle a rencontré Marcel Pagnol? Ah oui, je sais. Elle a rencontré Marcel en 1938 lors d'une audition pour un court-métrage que mon grand-père devait tourner, qui s'appelait Les Amours de l'agneau, mais qu'il ne tournera pas. Et donc, elle a passé l'audition et tout de suite, il l'a invitée à déjeuner avec Charpin, avec toute sa bande. Et puis, le film ne se faisant pas, Marcel va tourner La fille du puisatier par la suite. Puis il va rencontrer Josette D. Ils ne se retrouveront qu'en 1944, alors que Marcel quitte le Sud pour attendre la libération, en tout cas à la fin de l'occupation dans la Sarthe. Alors, il se trouve, il y a une anecdote que Charles Trenet m'a racontée. Il tourne Adieu Léonard, un film de Jacques et Pierre Prévert. Et il se trouve que Marcel Pagnol rend visite à Charles Trenet et qu'elle est sur le tournage. Ah, je ne connais pas du tout cette anecdote. Ma grand-mère n'en a jamais parlé, Charles non plus d'ailleurs. Mais oui, je sais que ma grand-mère avait un beau rôle dans ce film. Je savais pas que Marcel était passé. Voilà. Il se trouve en plus qu'ensuite, Charles Trenet a voulu que la gare de Marseille devienne la gare de Marseille-Pagnol et ça n'a jamais marché. C'est vrai, ça il m'en avait parlé, puis par la suite c'est Aznavour qui l'avait demandé à Jean-Claude Godin. Oui. C'était trop compliqué, donc non, ça ne s'est jamais passé. Alors il se trouve que votre grand-père vous a connu, mais vous ne l'avez pas connu, Nicolas Pagnol. Exactement, il a eu cette chance de me connaître. Non, il est décédé alors que j'avais 1 an, j'espère que j'y suis pour rien, que je l'ai pas désespéré de la condition humaine. Mais oui, je ne l'ai pas connu, je le regrette bien sûr, mais je m'en suis fait une image qui mêle bien sûr le fantasme, mais aussi la réalité, car ma grand-mère m'en a énormément parlé, j'ai eu accès à toutes les archives, j'ai tout lu, frénétiquement compulsé, toutes ces notes qu'on ne rendra vraisemblablement jamais publiques, parce qu'il y a des choses très, très personnelles, donc j'ai une certaine image, oui, de mon grand-père qui mélangeait le rêve et la réalité. Et puis, ça vous a obligé à certaines contraintes, Nicolas Pagnol, puisque lorsque vous étiez à l'école, je crois, à Cagnes-sur-Mer, il fallait être bon en orthographe parce que vous étiez un Pagnol. Non, oui, c'est vrai que j'ai toujours eu une pression de la part de mes instituteurs et de mes professeurs, notamment en ce qui concerne l'orthographe et la grammaire. Je suis navré de les avoir déçus. J'ai jamais été très... J'ai jamais brillé en français, en tout cas. Et lorsque je faisais des dictées sur la gloire de mon père, effectivement, mes professeurs étaient désespérés de voir le nombre de fautes que je pouvais faire sur un texte de mon grand-père. Surtout que l'orthographe était très importante pour Marcel Pagnol, et pas seulement parce que son père, Joseph, était instituteur. Il a tout de suite aimé les lettres, je crois. Ah oui, il a tout de suite aimé les lettres, mais je pense tout de même que son père y est pour quelque chose. Il me semble que même en famille, Joseph ne pouvait s'empêcher de rester l'instituteur qu'il était en classe.
Il se trouve aussi que Marcel Pagnol a créé très vite sa première revue, Fortunio. Alors au départ, c'est un opéra d'André Messager qui est sorti juste avant cette revue, je crois. Et ça a été, pendant quelques semaines, un beau succès. Oh, pendant plus que quelques semaines, pendant quelques années. Il y a eu deux périodes Fortunio. Avant la guerre, après la guerre. Exactement. Et il a créé cela avec Jean Ballard. Et par la suite, Fortunio est devenu les Cahiers du Sud. Mais mon grand-père n'en faisait déjà plus partie, parce qu'il y avait un petit désaccord entre Jean Ballard et Marcel Pagnol. Jean Ballard voulait que Fortunio soit une revue nationale d'actualité culturelle marseillaise, et Pagnol voulait que Fortunio soit une revue marseillaise d'actualité culturelle nationale. Et où, au départ, l'important, c'était la poésie, je crois. Oui, tout à fait, la poésie et l'opéra. Marcel faisait des critiques d'opéra. Il faisait des critiques de pièces de théâtre, de poésie, et de l'aveu même de Marcel, ils ont bien souvent fait des papiers sans même avoir vu les pièces. Michel Audiard faisait des critiques de films sans avoir vu les films. Comme voilà. Ça, il me disait, je ne risque pas d'être déçu. Alors, il se trouve aussi qu'il a commencé dans l'enseignement, répétiteur, je crois, à Digne, Pamiers, Tarascon, et puis qu'il écrivait des pièces pendant les moments de liberté. Oui, tout à fait. Des pièces en vers. Oui. Ça lui vient de son éducation classique, latiniste. Et donc, oui, des pièces en vers, des drames antiques, dont le dernier était Catulle. Il est arrivé à Paris avec sa pièce en vers, Catulle, qui n'a jamais été montée d'ailleurs, et qui, de son aveu même, n'était pas très bonne. Et Marcel Pagnol est arrivé à Paris, mais parce qu'il y est nommé. C'est pas un Rastignac qui arrive. Non, pas du tout. Il est nommé pour une raison assez drôle. Il fait un remplacement au lycée d'Aix-en-Provence. Et lorsqu'il arrive dans la classe, il voit les 3 chaises de l'inspection académique dans la classe et il se dit, oulala, l'inspecteur ne doit pas être au courant que le professeur titulaire n'est pas là aujourd'hui et que c'est moi. Et l'inspecteur lui dit, non mais c'est pas grave, allez-y. Et Marcel a fait un très bon cours sur Hamlet parce qu'il était en train de traduire cette pièce. Donc quand il a fait le cours aux élèves, l'inspecteur a vraiment beaucoup aimé. Il lui a dit, mais pourquoi ne passez-vous pas votre agrégation d'anglais? Et Marcel a dit, mais à Marseille ou à Aix, il n'y a pas d'agrégation d'anglais. Il a dit, qu'en cela ne tienne, je vous mute à Paris, au lycée Condorcet. Et voilà comment il s'y retrouve. Et tout de suite, il devient ami avec des écrivains avec qui il passe ses soirées. Il y a, je crois, Henri Janson, Marcel Achard, Joseph Kessel. Oui, c'est une petite bande qui se crée là, une bande assez drôle, je crois. On est dans le Paris des années folles. Et puis lorsque l'on parle de Janson, Achard, Pagnol, tout de suite on peut avoir l'image de quelques débordements nocturnes. Je crois que ça s'est passé comme ça. Et d'ailleurs, ils écrivaient leurs pièces, ils se retrouvaient le soir entre eux chez des amis de manière fort arrosée. Et ils se lisaient le dernier acte qu'ils avaient écrit et les critiques étaient parfois très, très vives, très acerbes, très drôles. Et ils réécrivaient au fur et à mesure. Chacun donnait son avis comme ça. Et Nicolas Pagnol, dans la bande de Marcel Pagnol, il y avait aussi Paul Nivois, venu de Marseille. Tout à fait, Paul Nivois, que Marcel retrouve aussitôt qu'il arrive à Paris. Paul est un Marseillais, il travaille au journal Le Spectator, qui est un journal de critique théâtrale, et Paul va lui faire rencontrer le Tout Paris théâtral. Et Marcel va aussi d'ailleurs écrire pour The Spectator en tant que critique. Et puis voilà, la passion le prend, le dévore et tous les deux ils se mettent à écrire une pièce à 4 mains qui s'appelle Les Marchands de Gloire, qui sera donnée en 1925. La critique sera phénoménale, mais la pièce n'aura pas de succès parce que c'est juste après la guerre. Il y parle des profiteurs de guerre et les gens se battent dans le théâtre. Mais cette pièce lui vaudra un très grand succès en ex-URSS et aux États-Unis. Il sera d'ailleurs déclaré écrivain utile au peuple par Staline, figurez-vous, grâce à cette pièce et à Topaz aussi. Alors, il se trouve aussi qu'ils avaient écrit une pièce ensemble totalement inconnue à Marseille, sous le pseudonyme de Castro, je crois. Oui, la pièce s'appelait Tonton, où Joseph veut rester pur. Alors je ne l'ai pas lu, c'est un vaudeville qui a eu un tout petit succès et Marcel n'a pas voulu la signer de son nom parce qu'il avait honte vis-à-vis de son père. Un petit peu comme Irénée dans le Spoons pouvait avoir honte vis-à-vis de son oncle car il faisait de la comédie, non pas du grand art dramatique. C'est terrible. Alors il y a eu quand même leur premier succès
qui s'appelait Jazz, je crois, qui était à Monte-Carlo avec Marcel Pagnol et Paul Nivois. Ah non, Jazz a été écrit uniquement par Marcel Pagnol. Ouais, Paul Nivois n'a rien à voir là-dedans. Et effectivement, c'est René Blum, le frère de Léon Blum, qui dirigeait le théâtre de Monte-Carlo, qui a créé Jazz, qui a eu un beau succès lors de sa création. Puis il a été repris au Théâtre des Arts, l'actuel Théâtre Hébertot, dont le propriétaire s'appelait Rodolphe Darzin. C'est lui qui avait découvert Rimbaud. Enfin, il faut bien se remettre à l'époque, ce sont des personnalités incroyables. Et là, voilà, sa carrière est lancée et il décide de démissionner de l'éducation nationale. Nous sommes en 1926 et le ministre lui dira « Monsieur Pagnol, lorsque l'on a la chance de faire partie de l'éducation nationale, on ne démissionne pas, je vous mets en disponibilité. » Oui, il y est resté longtemps en disponibilité. Jusqu'à sa mort. Alors il se trouve qu'il y a aussi une pièce totalement inconnue qui s'appelle Ulysse chez les Phéaciens, qui est signé avec Arnaud Charlebrun, qui a été l'un des metteurs en scène, un des metteurs en ondes, pardon, du Poste parisien, et qui chaque fois qu'il y avait un nouveau qui arrivait, il lui disait textuellement « laisse pisser le mérinos » quand il y avait un problème. Oui, alors là, j'ai pas trop j'ai pas grand-chose à raconter sur cette pièce pour la simple et bonne raison que je ne l'ai jamais lu. Voilà. Et personne ne l'a jamais monté. Et Arnaud Charlebrun est resté un ami de Marcel Pagnol jusqu'à la fin de sa vie. Ah oui, il est resté un ami de Marcel jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, si je me souviens bien, il y a un très beau documentaire de Pierre Tchernia qui date de 72, qui s'appelle Morceaux choisis. Et la continuité au générique est créditée à Arnaud Charlebrun. Donc oui, ce sont des amis d'enfance et qui sont restés toute leur vie durant. Autre date importante dans sa vie, le 10 octobre 1931. On continue à parler de Marcel Pagnol sur Sud Radio dans quelques instants avec Nicolas Pagnol. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Nicolas Pagnol. Aujourd'hui, en ce 18 avril, nous célébrons les 50 ans du départ de Marcel Pagnol, mais qui est toujours présent dans notre cœur et dans le cœur de bien de celles et ceux qui nous écoutent. Vous êtes son petit-fils, vous perpétuez sa mémoire avec des tas d'événements qu'on va évoquer tout à l'heure. Mais on revient à son parcours parce que le 10 octobre 1931 est sorti ce film. Un tiers de Curaçao. Un tiers... Marius au cinéma, bon... incontournable. C'est un classique, et ça reste un classique. Mais bien sûr, oui, c'est un classique. Après avoir connu une carrière époustouflante au théâtre, Marcel persuade les Américains, la société Paramount, de produire Marius. C'est la naissance du cinéma d'auteur. Marcel impose ses comédiens qui viennent du théâtre, c'est une première. Il impose d'avoir des royalties sur son film, ça n'existait pas auparavant, c'est une première. Il devient superviseur du film, donc il ne le réalise pas, c'est Alexander Korda qui le réalise avec Marcel Pagnol. Korda dira à Pagnol, écoute, moi je sais faire du cinéma muet, je sais faire un film, mais je n'ai jamais fait tourner des acteurs qui parlent. Toi, ce sont tes acteurs. Marius, ils l'ont joué plus de 1000 fois sur les planches, donc tu vas diriger tes acteurs, tu vas les placer, tu t'occupes des costumes, du décor, et moi je te fais le film. Et c'est formidable parce que et Korda et Pagnol apprendront tous les deux à faire du cinéma parlant ensemble. Et je crois que l'idée est née à Londres lorsque Marcel Pagnol a vu un film qui s'appelait Broadway Melody. Tout à fait. Il part en 1930 à Londres pour voir ce film. Il le voit 3 fois et il comprend que le cinéma parlant n'est pas juste une attraction, comme tout le monde le pense, qui aurait sa place à la foire du trône. Non, que c'est un nouveau moyen d'expression de l'art dramatique et que les auteurs devront devront créer une nouvelle manière d'écrire pour le cinéma parlant. Et là, il s'en empare, et contre l'avis, bien sûr, des gens du muet et des gens du théâtre qui lui tombent sur le rable en lui disant des choses horribles. Et grâce à Bob Kane, eh bien, il va pouvoir se lancer dans l'aventure du cinéma parlant. Et dès l'année 1932, d'ailleurs, grâce à l'intéressement qu'il a obtenu sur les entrées du film, il va pouvoir créer sa propre société de production. Et là, il se lance dans l'aventure en produisant Fanny et en confiant la réalisation, dans les mêmes conditions qu'avec Korda, à Marc Allégret. Ah, il se trouve aussi, on l'a un peu oublié, parce qu'on dit toujours que le chanteur de Charleston et de jazz, c'est le premier film parlant et chantant. C'est faux. C'est Broadway Melody le plus important, qui a obtenu un Oscar en 1929 et qui en plus était en Technicolor. Alors je ne sais pas s'il était en Technicolor, mais Marcel a dit quelque chose de très vrai. Il disait, le cinéma savait parler, fallait-il encore qu'il ait quelque chose à dire? Et c'est là la grande différence entre ce qu'on appelle les talkies
et le vrai cinéma parlant, avec justement cette vision de l'écriture, de la dramaturgie adaptée au cinéma. Et c'est ça que Marcel apporte au cinéma. Alors, quand il a fait la pièce Marius et Fanny, au départ, au théâtre de Paris, personne n'y croyait. C'était garanti que ça marcherait pas. Oui, c'était garanti. Bon, tout de même, Marcel avait eu un fabuleux succès avec Topaz. C'est vrai. Pour avoir un succès équivalent à Topaz au théâtre en France, il fallait remonter en 1895 à Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, qui d'ailleurs était la pièce favorite de Marcel. Alors oui, Marius, une pièce très locale, de l'aveu même de son auteur, une pièce avec des comédiens qui ont un accent, mais Léon Volterra, le directeur et propriétaire du théâtre de Paris, et sa femme Simone ont pris le pari. Ils ne l'ont pas regretté. Et Léon Volterra avait démarré comme vendeur de programmes à l'Olympia. Il disait « je le paye sans sous » et on lui donnait beaucoup d'argent. Et c'est comme ça qu'il a fait fortune et ouvert le Casino de Paris, alors qu'au départ, il ne savait ni lire ni écrire. Oui, ce sont tout comme Darzens, oui. Le directeur du Théâtre des Arts, Hébertot, qui était montreur d'ours. C'était des gens qui avaient le nez. Ils savaient ce qu'une pièce allait faire. Et à l'époque, il y avait entre le Théâtre de Paris et le Casino de Paris, je ne sais pas si vous le savez, Nicolas Pagnol, un tunnel. Et Marcel avait une petite amie au Casino de Paris et il allait la voir par le tunnel après le Théâtre de Paris. Oh, c'était plus qu'une petite amie, c'était Kitty Murphy, qui était une girls, comme on dit. Elle était danseuse dans une revue anglaise qui était programmée au Casino de Paris. Et d'ailleurs, ils ont eu un fils ensemble, le premier enfant de Marcel Pagnol, Jacques Pagnol, en 1931. Oui. Alors j'ai été vérifié, le tunnel a été muré depuis. Changement de propriétaire, que voulez-vous? Alors, il se trouve que le cinéma, ça va durer jusqu'en 1954 et ce sont 20 films importants dans l'histoire du cinéma, Nicolas Pagnol. Oui, de grands films, La femme du boulanger, Manon des Sources, La fille du puisatier, Angèle, Reguin, Le Spoons, Manon des Sources et Hugolin. Marcel a vraiment marqué son époque parce qu'il a su préserver sa liberté. Il était donc producteur, il avait ses propres studios à Marseille, ses laboratoires, ses salles de cinéma, il était scénariste, réalisateur, et ça lui a permis de créer un cinéma totalement à part, un cinéma qui n'a rien à voir avec les autres. Alors, bien évidemment, la critique lui est toujours tombée dessus de la manière la plus ignoble qui soit, mais le public a toujours été présent, tant en France qu'à l'étranger. Enfin, la critique à l'étranger a toujours été très bonne. Mais aujourd'hui, tout le monde sait, parce qu'il y a eu des déclarations, par exemple de Rossellini, qui a dit de Marcel à Alain Poiret, c'est relaté dans une très belle biographie sur Alain Poiret, il a dit « Je n'aurais jamais fait Rome, ville ouverte si Pagnol n'avait pas fait Geoffroy en 1933 ». Truffaut et Godard, dans un fameux numéro des Cahiers du cinéma qui date de 55 ou 65, je ne sais plus, spécial Guitry-Pagnol, disent que Pagnol est le père de la nouvelle vague. Donc il a été ensuite, à la fin de sa carrière, reconnu comme un grand cinéaste. En France, les États-Unis le savaient déjà, ils lui faisaient des ponts d'or pour qu'il vienne aux États-Unis. Il y a toute une correspondance entre Corda, Bob Kane, Zanuck, Cary Grant et Pagnol, qui est disponible d'ailleurs, que j'ai publié aux éditions Robert Laffont, ça s'appelle « J'ai écrit le rôle de ta vie », qui montre à quel point Pagnol était vénéré à l'étranger et bien mal loti chez lui, par les critiques. Mais ce qui est étonnant, c'est que, par exemple, je crois que Peter Sellers a tourné Pagnol, Maurice Chevalier, Leslie Caron, il y a on a vu des films en Égypte, ça on ne le sait pas. Au Japon, en Chine, partout. Pagnol, de son vivant, était vraisemblablement l'auteur français le plus adapté au monde et le cinéaste qui a suscité le plus de remakes au monde. Il y a, je crois, 3 adaptations de Marius et Fanny au Japon. Alors je m'en suis aperçu parce qu'à chaque fois, les télévisions japonaises m'achetaient que César. Je me dis, bon, quand même, c'est bizarre, ils ne regardent que le dernier film. Et alors, je me suis renseigné, c'était au tout début de Wikipédia, et j'ai vu qu'effectivement, ils avaient fait 3 adaptations. La première adaptation d'une pièce de Pagnol date de 1930, une adaptation des Marchands de gloire par un grand réalisateur russe de l'époque dont je ne me rappelle plus le nom. Il se trouve aussi que Marcel Pagnol avait une façon très particulière de tourner. On ne peut pas imaginer ça aujourd'hui. C'est Vincent Fernandel qui me l'a raconté. C'est-à-dire qu'il y avait des longs déjeuners, des parties de pétanque et pas toujours un tournage derrière.
Oui, c'est-à-dire que, étant donné qu'il était propriétaire de toute son industrie, qu'il tourne ou qu'il tourne pas, ça lui coûtait la même chose. Donc voilà, il était bien, il était entouré de ses amis, parce qu'il tournait qu'avec des amis, que ce soit au niveau de la technique, au niveau artistique. Il prenait son temps, il tournait quand tout le monde avait envie de tourner, quand il estimait que l'ambiance était bonne, voilà, que la partie de boule avait été réglée de manière satisfaisante. Eh bien, on tournait. Ce n'était pas comme ça tous les jours, il faut pas abuser. Il y avait tout de même un certain sérieux sur les tournages de Marcel Pagnol. Mais il est évident que ça n'a rien à voir avec ce qui pouvait se passer à l'époque, ou même encore plus ce qui se passe aujourd'hui. C'était un cinéma artisanal. D'autant plus qu'il pouvait réécrire à table pendant le déjeuner une scène. Ah, c'est pas qu'il pouvait réécrire à table, c'est qu'il réécrivait tous les jours, et que bien souvent, et d'ailleurs il y a de gros problèmes avec Fernandel, parce que Fernandel apprenait son texte, il arrivait sur le plateau à 8h, texte su, Pagnol arrivait en disant non, c'est pas ça, j'ai réécrit toute la scène pendant la nuit, tu vas jouer ça. Et je crois que c'est dans Regain où Fernandel regarde le fond de son chapeau, il joue et tout le monde dit mais quel jeu magnifique, on sent l'émotion, il regarde au fond de son chapeau comme si c'était dans un trou. En fait, au fond de son chapeau, il y a juste le texte que Pagnol vient de lui donner. Savary a fait ça car il n'apprenait pas ses textes. Il y avait un nain qui arrivait avec une grande valise et il y avait le texte derrière. Seulement un jour, le nain s'est trompé, il a mis le texte de l'autre côté et c'est le public qui l'a vu. Et il se trouve aussi qu'il a fait tourner les plus grands comédiens et je crois que la partie de cartes doit beaucoup à Rému, Nicolas Pagnol. Oui, parce que Marcel avait décidé de couper la partie de cartes au théâtre. Il trouvait que c'était juste un numéro pour satisfaire au cabotinage de Rému, mais que ça n'apportait rien à la dramaturgie. C'est Rému qui a réintégré la partie de cartes lors de la Générale sans rien dire à Marcel. Il l'a répété en secret avec les autres comédiens et c'est là où il a emporté le morceau, parce que il a pu vraiment montrer tout son cabotinage magnifique qu'il fallait tout de même maîtriser. Je trouve que Pagnol est celui qui a le mieux réussi à maîtriser le cabotinage de Rému et que c'est dans les films de Pagnol que Rému est le meilleur. J'ose le dire. Et vous avez raison de le dire. Et on va continuer à parler de Marcel Pagnol à travers une autre date historique aussi, le 27 mars 1947. À tout de suite sur Sud Radio avec Nicolas Pagnol. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Nicolas Pagnol pour célébrer les 50 ans du départ de Marcel Pagnol qui est toujours parmi nous aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs dates qu'on a déjà évoquées et le 27 mars 1947, ça vous dit quelque chose, Nicolas Pagnol? Oui, c'est l'entrée de Marcel à l'Académie française. Élu en 1946, intronisé, enfin reçu en 1947. Le premier cinéaste à être entré à l'Académie française et le premier académicien à avoir fait rentrer les caméras dans l'enceinte de l'Académie française pour filmer sa réception. Donc on a le film de la réception de Marcel. C'est très émouvant. Et d'ailleurs, il avait voulu entrer à l'Académie française, alors qu'en général, on vient vous chercher. Il a un peu insisté au départ parce qu'il pensait que c'était important. Alors, Marcel aimait les honneurs. Oui. Il n'y a pas de sujet. Il n'en tirait pas une fierté démesurée, mais il aimait les honneurs. Alors, il y a deux versions là. La première version, c'est qu'il aurait écrit une lettre, qu'il aurait laissée sur son bureau, et que c'est Henri Janson ou Marcel Achard, je ne sais plus, qui, ayant vu la lettre, l'aurait prise et l'aurait envoyée à l'Académie. Ça, c'est la légende. Je pense qu'il a dû... le demander, en tout cas, user de beaucoup de politique pour y rentrer. Il faut bien se rendre compte qu'il était le fils d'un instituteur qui était devenu professeur et que rentrer à l'Académie française, c'était la consécration suprême, surtout du vivant de son père. Et d'ailleurs, dans un livre, vous avez repris une de ces formules que je trouve fabuleuse, Nicolas Pagnol. L'Académie française est une étrange machine qui arrive à transformer une gloire nationale en fauteuil. Oui. Et je crois que c'est Mauriac qui disait « Marcel, à l'Académie, c'est le seul qui sente l'air du dehors ». C'est magnifique. C'est beau. Il a été très actif à l'Académie française. J'étais d'ailleurs hier soir à la SACD où j'ai donné une conférence de presse pour le cinquantenaire. Et l'Académie nous avait envoyé... mon ami Pascal Horry, car tous les événements Pagnol de ce cinquantenaire sont sous le haut patronage de l'Académie française. Et donc, on en a beaucoup parlé avec Pascal Horry et avec Pascal Rogard, le secrétaire général de la SACD.
qui nous ont dressé un portrait de Marcel irrésistible. Il se trouve qu'il avait pris la place de Maurice Donnet, qui avait le 25e fauteuil. Et Maurice Donnet, il avait commencé en écrivant des poèmes avec Alphonse Allais au Chat Noir. Et vous savez pourquoi ça s'appelle le Chat Noir? C'est parce que quand ils ont fait les travaux, il y a un chat noir qui a traversé la rue, tout simplement. Voilà, il y a des petits signes comme ça, il faut les prendre. Alors, l'Académie française, ça veut dire que Marcel Pagnol va de plus en plus écrire des livres. Alors, non. Oui et non. Il faut dire aussi qu'en 1944, il avait été élu président de la SACD en charge du comité d'épuration, qu'il n'avait condamné personne. Non, en 1947, Marcel est encore cinéaste. Il écrit des essais comme Voilà. Cinématurgie de Paris. Où il dit ce qu'il pense de la critique. Alors ça, c'est la critique des critiques. Oui, il n'est pas tendre. De mémoire, elle dit, messieurs les critiques, n'oubliez jamais que si nous arrêtions de travailler, vous seriez au chômage, mais que si nous arrêtions... si vous arrêtiez de nous critiquer, nous continuerions d'écrire. Voilà. Donc bon, il faut dire qu'il l'avait pas ménagé pendant toute sa carrière. Donc là, c'est une petite vengeance, quoi. Bon, ils ont toujours eu une dent après lui, de toute façon. Mais en 1947, Marcel est toujours cinéaste. Il va tourner La Belle Meunière, premier film français couleur avec un procédé français, une comédie musicale avec Tino Rossi. La critique avait titré Tino Grossi. Bon, vous voyez un peu le niveau. Et puis par la suite, il va réaliser Topaz. Avant, en 1944, Naïs. Et il va terminer avec Manon des Sources et Hugolin. Puis Les Lettres de Montmoulin d'après Alphonse Daudet. Mais là où vous avez raison, c'est qu'à partir de 1954, il arrête le cinéma. Il fait un petit retour au théâtre avec 2 pièces admirables, Judas et Fabien, qui n'ont pas trouvé leur public à l'époque pour différentes raisons. Il nous faudrait une émission entière pour l'expliquer. Et bien, il va en 1957, sur les conseils d'Hélène Lazareff et Paul Lazareff, qui est... Pierre Lazareff. Lazareff, Hélène est la directrice du magazine Elle, et bien il va se mettre à rédiger un roman feuilleton pour Elle, pour un conte de Noël, sur sa jeunesse, son enfance. Et ça va donner bien La gloire de mon père et Le château de ma mère. Alors, l'histoire est étonnante. Le dimanche, il y a des déjeuners à Louvciennes, la maison des Lazareff, où le tout Paris vient. Et donc, ce jour-là, Hélène se retrouve à côté de Marcel Pagnol. Elle lui dit, vous n'avez jamais rien fait pour elle, c'est un scandale. Et il dit, bon, je vais faire, allez, faites-moi un conte de Noël. Et Pierre Lazareff regarde Marcel Pagnol, lui dit, méfie-toi, elle va pas te lâcher. Et je crois qu'il y a une histoire à partir de ça. Bien sûr. Pagnol a dit, oui, bien sûr, je t'écris ça. Je te donnerai 6-7 pages très bientôt. Elle l'a appelé tous les jours. Et de l'aveu même de Marcel, il dit, bon, au téléphone, on peut mentir. Alors, il lui disait, oui, ça va pas mal, oui, c'est bien, oui, j'avance. Et puis un jour, elle lui a envoyé un coursier. À moustache, je crois. À moustache, un cycliste à moustache. Je vois que nous avons les mêmes sources. Un cycliste à moustache, et Pagnol n'a rien fait. Et le cycliste dit, vous ne pouvez pas me renvoyer sans rien. Moi, j'ai une femme, des enfants, je vais me faire renvoyer si je ramène... Combien de temps il vous faut? Marcel lui dit, il me faut une demi-heure, 1 heure pour écrire les 6 pages. Le cycliste a dit, moi, il faut que je répare mon vélo. Donc, il est rentré dans le jardin, il a réparé son vélo. Pagnol a écrit les 6 pages, il les a données au coursier. Le coursier a été voir Hélène Lazareff. Le lendemain, c'était publié. Et les lectrices de Elle ont adoré. Et c'est comme ça que l'aventure des souvenirs d'enfance a commencé. Et il a écrit au départ le premier volume, je crois, entre la maison qu'il avait à Paris et puis cette maison dans le Midi, où je me souviens, j'ai vu un jour une grande table en chêne avec vue sur le jardin. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il a fait ce roman feuilleton pour Elle, et ensuite il a décidé d'en faire un roman. Et là, il a pris le train, il est descendu dans le Midi, il a loué une maison qui s'appelle La Pascaline, qu'il avait déjà louée comme logement lorsqu'il tournait Manon des Sources et Hugolin en 1952. Et cette maison, La Pascaline, est juste en dessous de la Bastide-Neuve, l'asile des vacances et des collines. Et donc, il va y aller avec ma grand-mère et mon père, ils vont se promener dans les collines, et Marcel va se réimprégner de son enfance, des souvenirs vont lui remonter. Il va prendre quelques notes, il va remonter à Paris et il écrira ses souvenirs d'enfance à Paris, pas du tout dans le sud. Alors, il se trouve aussi qu'au départ, il avait prévu déjà une trilogie. Ah, ça, je ne peux pas vous dire. C'est ce qu'il a dit un jour à la télévision. Sans doute, mais qui se transformera en quadrilogie parce qu'il y a Le Temps des Amours posthume. Mais il l'avait terminé quand il nous a quittés. Le Temps des Amours est terminé, sauf qu'il s'est pris de passion pour l'énigme du masque de fer et qu'il a délaissé la rédaction du Temps des Amours pour se plonger dans cette enquête qui est formidable, qui s'appelle donc Le secret du masque de fer et qui va durer peut-être 4 ou 5 ans. Oui, mais pourquoi justement il voulait devenir historien, Marcel Pagnol, en plus?
une marotte, comme il en avait plein, la mécanique, la physique, les mathématiques, l'histoire, là, le masque de fer, ça lui a pris. Voilà. C'est comme ça. Comme ça. Et le masque de fer, on n'a jamais vraiment su qui c'était d'ailleurs. Marcel, je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas c'est l'un des premiers à dire qu'il s'agissait du frère jumeau du roi. En substance, il nous dit, bon, si on le masquait, c'est pour qu'on ne le reconnaisse pas. Il avait un traitement journalier plus haut que celui de la reine. Mais à l'époque, qui pouvait-on reconnaître alors que la photographie n'existait pas, la presse était vraiment plus que confidentielle? Eh bien, c'était le roi. Et pourquoi? Parce que le profil du roi est frappé sur les pièces de monnaie. Voilà. Et il se trouve en plus que c'était le frère aîné du roi, donc s'il était sorti de prison, il devenait le roi. Tout à fait. Donc c'était pas possible. Exactement. Et le masque de fer était un masque de velours, je crois, qu'il mettait pour sortir, pour ne pas être reconnu. C'est ça. Et il y a une autre hypothèse qui est née il y a quelques mois seulement, ce serait un certain Eustache d'Auger, qui est arrêté pour un crime inconnu en 1669 et qui aurait eu connaissance d'informations sensibles. Oui, mais Marcel parle de Eustache d'Auger dans son livre et il démonte cette hypothèse. Je ne me rappelle plus exactement pourquoi, mais effectivement, au milieu du livre, on pense que ça va être lui. Et Marcel trouve une information parce qu'il a eu accès à des pièces formidables, que ce soit aux archives du Vatican grâce à son ami l'abbé Norbert Calmels, ou encore les archives royales anglaises ou belges. Voilà, il a vraiment fait une enquête très très sérieuse. Et pour lui, ce n'était pas d'Auger. Et il se trouve que vous avez trouvé un jour un trésor en fouillant dans les archives. Il avait enregistré ses souvenirs d'enfance, Marcel Pagnol, Nicolas. Oui, il était toujours à la pointe de la technologie de son époque, tout comme il avait défendu le cinéma parlant en 1930, le cinéma couleur en 1947. Dès qu'arrive le Nagra, le système d'enregistrement, et le succès du vinyle, oui. Voilà, il va enregistrer ses souvenirs d'enfance, mais aussi les textes de tous ses films, avec la voix des comédiens, et toutes les didascalies sont lues par Marcel. Ça va être un succès phénoménal, et j'ai beaucoup de gens qui me disent je me rappelle, j'ai découvert Pagnol sur des disques 33 tours. C'est extraordinaire. Alors il y a eu ensuite, après son départ, des adaptations au cinéma, dont celle-ci. Le temps passe et il fait tourner la roue de la vie comme l'eau seule des moulins. Le château de ma mère, avec l'accent du Midi de Jean-Pierre Darras. Vous savez comment il a pris l'accent du Midi? C'est parce que ses grands-parents avaient un domaine à Touvent, en Provence, où on faisait du vin. Et c'est comme ça que, passant ses vacances, il a pris cet accent avant de s'installer entre Paris et Carpentras. Eh bien, c'est formidable, entre la valse d'Augustine, de Vladimir Cosma, la voix extraordinaire de Jean-Pierre Darras et le texte de Marcel, sans parler des comédiens, Philippe Cobert, Anne Roussel et le petit Julien Chiamaka qui jouait le rôle de Marcel. C'est une Madeleine de Proust, ce sont deux Madeleines de Proust, ces films. Et Pagnol aurait voulu tourner ces films, je crois, Nicolas Pagnol. Oui, alors, Marcel, à la fin de sa vie, c'est vrai, Yves Robert est venu le voir, il était tout jeune réalisateur, et voilà, j'aimerais beaucoup réaliser vos souvenirs d'enfance. Marcel lui a dit non, je les réaliserai moi-même. Il avait plus de 70 ans, il savait très bien qu'il ne le ferait pas, mais ça lui permettait de rester en vie, d'avoir un projet. Et puis, avant de décéder, il a appelé son ami Alain Poiret, producteur chez Gaumont Inter, et il lui a dit voilà, si un jour quelqu'un doit réaliser les souvenirs d'enfance, je veux que ce soit Yves Robert. Et ça s'est fait comme ça. Et ça s'est fait comme ça. Et il y a eu ensuite Claude Berry avec Jean de Florette et Manon Dessources. Claude Berry, voilà. Et là, Claude a dû persuader ma grand-mère. Là, ça a été tout un travail. Je crois que ça n'a pas été très facile. 10 ans, je crois. Oui. Et il y avait aussi René Pagnol, le frère de mon grand-père, qui avait été son directeur de production à partir de 1933, qui gérait les affaires, qui avait ma place, donc, à l'époque. Ça a été très très long. Parce que Jacqueline savait exactement ce que Marcel aurait voulu. Oui, puis il ne faut pas oublier que Marcel avait écrit ce rôle pour elle. Oui. Elle était Manon Dessources, elle l'est toujours. C'est la première Manon. Et donc c'était aussi, pas une dépossession, mais c'est un texte qui est tellement magnifique que Jacqueline et René voulaient s'assurer que tout serait parfaitement mené. C'est pas pour rien qu'ils avaient pris Claude Berry. Exactement. Alors en plus, il y a eu un problème de distribution. Au départ, c'est Coluche qui devait jouer le rôle du Golin. C'est Daniel Auteuil, c'est ce qu'on dit. Il a été contacté et que Jacques Weber devait au départ aussi être dans le film.
Coluche, effectivement, a passé un casting, mais à aucun moment il a été question qu'il le joue. Montand ne le voulait pas, ma grand-mère ne le voulait pas, et Alain Poiret ne le voulait pas. Donc c'était réglé. Donc c'était réglé, mais bon, ils lui ont tout de même fait passer une audition, car je crois que c'est lui qui voulait la passer. Je crois qu'elle est même disponible sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Voilà, bon, soyons clairs, Auteuil est somptueux dans ce rôle. Magnifique. Somptueux. Et Montand dans le papé, incroyable. Depardieu est époustouflant dans le rôle de Jean. Non, ce sont deux chefs-d'œuvre. Et moi, ce qui me fascine, c'est que les enfants d'aujourd'hui regardent ces films avec bonheur, Nicolas Pagnol. Mais oui, tout simplement parce que Pagnol nous parle avec le cœur, il nous prend par la main, il nous emmène dans son pays, dans ses histoires, il nous emmène rencontrer des gens. Il n'essaye pas de révolutionner quoi que ce soit. Pagnol, dans le style narratif, il n'est pas disruptif, il n'est pas iconoclaste. Non, c'est la grande tradition du sud général, c'est-à-dire du sud de la France, du nord du Maghreb, c'est la tradition orale. Marcel, il nous raconte une histoire. Eh bien, on va continuer à parler de lui à travers la date d'aujourd'hui, le 18 avril 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Nicolas Pagnol. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Nicolas Pagnol, 18 avril 2024. Ça fait exactement 50 ans que Marcel Pagnol nous a quittés et vous avez décidé de célébrer cet anniversaire et de faire l'année Pagnol en 2024, Nicolas Pagnol. Oui, une année Pagnol qui commence en 2024 et qui se terminera en 2026. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que en 2026, nous avons l'ouverture du musée Marcel Pagnol à Allot. 2025, nous avons la... Je précise qu'Allot est un endroit cher à Marcel Pagnol. Oui, c'est là où se trouvent les collines de son enfance, et là où il a tourné pratiquement tous ses films, et la petite Bastide-Neuve. En arrivant et qu'il découvre la Bastide-Neuve et les collines de derrière, il écrira « Et je sentis naître en moi un amour qui durerait toute ma vie ». Alors justement, ce musée Pagnol, c'est votre aventure. Ça a été très compliqué. On a suivi sur Internet la création de tout ça. Vous y teniez beaucoup, Nicolas Pagnol. Oui, ça fait 20 ans que je m'active comme un fou pour que ce musée voit le jour. Bon, Marseille, il n'en a jamais été question. Aubagne voulait vraiment le faire. Gérard Gazet, le maire, avait une vraie volonté. Malheureusement, il n'avait pas de foncier. Il n'avait pas de terrain, il n'avait pas de bâtiment. Donc, au bout de 6 ans, le maire de Allot, fraîchement élu, Lionel de Cala, est venu me voir en me disant « Voilà, monsieur Pagnol, j'aimerais faire un musée, j'ai le bâtiment, j'ai les financements, est-ce que ça vous intéresse ?» Comme dit le proverbe, mieux vaut un tu l'as que deux tu l'auras. Donc, eh bien, je suis allé à Allot et en plus, ça se légitimise tout à fait. Avec Pagnol, qu'est-ce qu'il y aura dans ce musée, Nicolas Pagnol ? Il y aura bien évidemment des objets ayant appartenu à Marcel, des manuscrits, mais le but n'est pas de faire un musée monographique avec l'intégralité du fond accroché au mur. Non, pour cela, nous aurons un fonds de recherche où les chercheurs, étudiants pourront venir consulter tous les manuscrits, les photos. Il y aura un centre de recherche qui sera vraiment créé en partenariat avec la faculté Aix-Marseille. Et dans le musée, il y aura bien évidemment des objets, des écrits, mais aussi tout un parcours immersif. J'aimerais beaucoup utiliser l'intelligence artificielle pour que le public puisse discuter avec Marcel Pagnol, lui poser des questions dans un auditorium. Vous voyez, nous allons aussi utiliser la 3D, le dessin animé, de l'audio, enfin tout ce qu'il est possible d'utiliser à l'heure actuelle pour rendre ce musée ludique, c'est-à-dire aussi bien intéressant pour les enfants que pour les adultes, que pour les connaisseurs de Marcel Pagnol, que pour les néophytes. Alors ça, c'est le musée pour 2026 et cette année. Cette année, il y a énormément de choses. Il y a un grand concert philharmonique de toutes les musiques de films de Marcel. Donc on commence en 1931. J'ai oublié le nom du compositeur, mais ça me reviendra. Jusqu'en 2020 avec Rombi et la bande originale du film Le Temps des Secrets réalisé par Christophe Baratier. Et puis on va passer par Arthur Honegger, par Vincent Scotto, par... il y a 90 années de musique de film en plein air avec l'orchestre symphonique de la ville de Cannes. Ensuite, il y aura aussi deux grandes rétrospectives. Une au Festival international du film de La Rochelle, avec une série de conférences par des spécialistes, et l'autre à la Cinémathèque française, sur le même format, et ensuite une ressortie nationale cinéma de ces films par le distributeur Carlotta Film et MK2.
Qu'est-ce que nous avons? Il y a Manon des Sources en comédie musicale. Il y a bien sûr Manon des Sources en comédie musicale à partir du mois d'octobre. Comment c'est né? Ça, c'est fabuleux. Oh, ça a 10 ans ce projet. C'est Jean-Jacques Thibault qui est un parolier formidable qui est venu me voir avec ce projet. On a beaucoup travaillé sur le livret pendant 5, 6 ans, 7 ans peut-être. Ensuite, on a eu beaucoup de mal à trouver un producteur. Est arrivé Julien Valespy, un compositeur niçois qui a vraiment un grand talent. En ce moment, il a un spectacle qui s'appelle Naruto Symphonique, qui fait le tour du monde. Et voilà, la comédie musicale était née, et puis ils ont trouvé un producteur. C'est le groupe... je me rappelle plus du nom. Bon, bref. Voilà, 3 mois de casting pour trouver une belle Manon qui sache chanter, danser, jouer la comédie. Et je crois que ce sera au 13e art à la rentrée. Tout à fait. Mise en scène par Tristan Petit-Girard. Tristan Petit-Girard qui a eu un Molière pour la mécanique de Turing. Exactement. Ça. Et qu'est-ce que nous avons? Il y a aussi ces conférences que vous faites, notamment, je crois que vous avez débuté l'année curieusement au Brésil avec une série de conférences. Oui, j'étais invité par l'ambassade de France au Brésil et j'ai fait une série de conférences, que ce soit dans les universités brésiliennes ou les lycées français ou l'Alliance française. J'ai été reçu admirablement au Brésil. Je ne connaissais pas les liens culturels qui unissaient la France et le Brésil. Pour moi, c'était plutôt le Portugal. Non, la France est très présente au Brésil. Il y a eu beaucoup de projets à venir, notamment avec l'université. Et je donne, des conférences un peu partout, en France, dans le monde. Il y aura aussi un colloque Marcel Pagnol à Aubagne, organisé par l'université Aix-Marseille, une exposition hors les murs à Allo. Et puis à Monaco, parce que... oui. Monaco. Il faut savoir que quand Marcel Pagnol a été élu à l'Académie française, il a dû revenir à Paris, je crois, alors qu'il était à Monaco. Oui, non, c'est pas vraiment. L'histoire, c'est que Marcel était très ami, il était ami avec le prince Pierre de Monaco, puis très ami avec le prince Régnier III. Certains disent que même il était le confident de Régnier III, qu'il avait pas remplacé son père, mais qu'il y avait une vraie relation filiale entre les deux hommes. Marcel a créé, je crois, le conseil littéraire de la principauté. Il est à l'origine de la création de TMC. Il a été président du prix Prince Pierre, du prix littéraire. Je me demande même s'il n'en a pas été à l'origine de la création du prix. Donc il y a vraiment une grande amitié et relation entre Monaco et Pagnol. Et nous l'avons dit en début d'émission, son premier grand succès, Jazz, a été créé au théâtre de Monte-Carlo. Donc il y a une vraie histoire. Et donc en 1945, il vient s'installer à Monaco avec ma grand-mère. Ils achètent un somptueux hôtel particulier. Voilà. Et 1947, il est élu donc à l'Académie française. Mais en fait, le prince lui propose la nationalité monégasque, il va la refuser, car sinon il perd son siège à l'Académie française. Donc il n'habitait absolument pas à Monaco pour des raisons fiscales, vu qu'il était toujours citoyen français. Mais il va remonter à Paris pour une simple raison qui est dramatique. C'est qu'en 1954, il va perdre sa fille, Estelle, alors qu'ils habitent tous à Monaco. Il ne pourra plus jamais revoir cette maison. Elle est hantée pour lui, cette maison. Donc ils vont fermer les volets en 1954 avec ma grand-mère. Ils vont monter, s'installer à Paris. Il ne vendra jamais la maison. C'est la famille, on l'a vendue dans les années 90, jusqu'à fin des années 80, début des années 90. Il gardera cette maison comme si elle contenait le souvenir de sa fille. Et parmi les nouveautés aussi de cet anniversaire, vous avez trouvé un texte inédit qui est devenu un roman graphique, Nicolas Pagnol. Oui, c'est une pièce inédite que j'ai trouvée en inventoriant le fonds Pagnol, les archives. Il y a quelque temps, qui s'appelle Gabi, ou La Belle et l'Argent. Une pièce satirique, acide, drôle, un peu misogyne aussi, il faut bien le dire. Et j'ai décidé d'en faire, avec Elsa Lafont, un roman graphique, donc aux éditions Michel Lafont. Ça paraît aujourd'hui, d'ailleurs, le 18 avril. Et c'est un Pagnol inattendu, un peu grivois. Pour ceux qui connaissent, la pièce est entre Topaz Topaz, Fabien et la prière aux étoiles. Voilà, c'est grivois, c'est surprenant. C'est pas un Pagnol auquel les gens sont habitués, mais c'est d'une drôlerie absolue. Il se trouve aussi que vous avez monté un spectacle, Variation d'amour, avec Vincent Fernandel.
Mais mon cher Jacques, vous êtes au courant de tout. Je ne pensais pas que vous étiez au courant de cela. Je sais que vous connaissez bien Vincent, mais je vais devoir l'appeler en sortant d'ici, car notre amitié a des répercussions sur les ondes. Donc oui, nous créons un spectacle avec Vincent Fernandel et Franck Sup, qui est pianiste, qui, pour la petite histoire, avait racheté le piano de mon grand-père lors de la vente aux enchères que nous avions organisée suite au décès de ma grand-mère. Et le thème de l'amour a très peu été étudié, mis en avant dans l'œuvre de mon grand-père, alors qu'il est omniprésent, que ce soit l'amour filial, que ce soit l'amitié, que ce soit l'amour amoureux, ou tout simplement l'amour de l'art. Et donc c'est un spectacle où Vincent Fernandel a choisi des extraits d'œuvres ou de lettres ou d'interviews. Et Franck Sup, qui est un compositeur extraordinaire, en plus d'être un homme délicieux, d'une drôlerie incroyable, Franck Sup, lui, a composé des mélodies pour accompagner ses lectures. Nous sommes en plein développement, mais ça promet d'être assez joli. Et je crois que Vincent Fernandel a été le seul à se déplacer lorsque vous avez fait une conférence de presse devant le château de la Busine, Nicolas Pagnol. Tout à fait, Vincent Fernandel a pris ce risque. Mais pour être tout à fait honnête, je voulais que cette conférence de presse soit publique et en fait j'ai renoncé parce que nous étions sur la voie publique et que je ne voulais aucun débordement, tout comme le premier jour de cette triste affaire qui m'a opposé au maire de Marseille concernant le château de la Busine. J'avais fait un appel à manifestation et vu l'ampleur des réponses, j'ai des amis policiers qui m'ont appelé en me disant non, oh là là, fais attention parce que c'est en train de cristalliser, les gens vont venir de la région entière, toutes les associations de défense de la langue, toutes les associations de défense du territoire, de la culture sont en train de converger vers le vieux port de Marseille, donc je voulais pas de débordement, j'ai annulé. Donc oui, mais Vincent est passé outre cette interdiction, comme quoi, vous le voyez, vous êtes au courant de ce spectacle, ce garçon est parfaitement intenable. Eh bien, il est venu me soutenir lors de ma conférence de presse devant le château de la Busine, oui. Alors, sur Sud Radio, nous parlons vrai. Franchement, quand le maire de Marseille ose dire que le château de la Busine n'est pas celui de Pagnol, faut le faire. Ou pas. Oui. Non, faut pas le faire. Oui. C'est une mauvaise idée. Oui. Où on en est, franchement? Est-ce qu'un jour, vous allez récupérer ce château familial, Nicolas Pagnol? Oui, quand ce monsieur aura quitté la mairie. Voilà, ce qui ne réglera pas le problème, parce que tout ça se finira au pénal. Parce qu'il n'y a pas que cela, il y a des menaces à mon encontre, directes, de la part du maire. Il y a de la diffamation, de l'injure publique. Je vous rappelle que je suis homophobe, raciste, que je ne mérite pas de porter mon nom, que mon grand-père doit se retourner dans sa tombe. Enfin, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Il y a des choses qui ne se font pas. On peut ne pas être d'accord, on peut être en conflit. Enfin, il faut tout de même essayer de rester convenable. Alors, je pense que d'ici là, de l'eau aura coulé sous les ponts, et notamment sur le quai Marcel Pagnol que vous allez inaugurer à La Ciotat. Tout à fait. Monsieur Doriol, le maire de La Ciotat, et son adjoint Jean-Louis Tixier ont décidé de baptiser le quai qui se trouve devant l'Eden Théâtre, le fameux cinéma des Frères Lumière, le premier cinéma du monde, qui a projeté publiquement le premier film, eh bien de baptiser ce quai Marcel et Jacqueline Pagnol. Non, Marcel Pagnol. Et voilà. Jacqueline, d'ailleurs, vous en permettez le souvenir avec le prix Marcel Pagnol au Fouquet's qu'elle avait créé et auquel elle tenait beaucoup. Oui, cette année, nous allons faire la 26e édition du prix, ou 27e édition du prix Marcel Pagnol au Fouquet's, qu'elle a créé avec une amie, Floris Grimaud, qui travaille avec nous depuis 35 ans, ça ne nous rajeunit pas, qui a créé donc le prix Marcel Pagnol avec Jacqueline, et nous récompensons un roman ou un récit qui tourne autour du souvenir d'enfance, de la filiation, du souvenir. Vous voyez, ce n'est pas forcément une autobiographie, non, c'est sur l'enfance, sur la famille, sur le souvenir. Et le souvenir, il y en a beaucoup sur Marcel Pagnol, et vous allez continuer, parce que finalement, Marcel Pagnol, jusqu'à la fin des temps, on le lira, on le verra au cinéma, on l'écoutera. Oui, c'est-à-dire c'est comme Molière. C'est un formidable peintre de la nature humaine. Il nous fait rire avec nos petits défauts. Il nous fait rêver avec
la grande aventure de la relation amicale, amoureuse, sociale. Marcel a écrit, ou l'a dit dans une interview, si j'avais été peintre, je n'aurais fait que des portraits. Il nous parle de nous, il nous tourne parfois en ridicule, et surtout, il est un grand vecteur d'espoir pour l'humanité, parce que dans ses œuvres, bien que ces personnages traversent des situations dramatiques, terribles, eh bien, il continue à avancer, il continue à vivre, et c'est toujours l'amitié, la tendresse et la justice qui triomphent. Continuez à le défendre ainsi, Nicolas Pagnol, vous en parlez si bien, et je crois que Marcel comme Jacqueline serait fier de vous. C'est le plus beau compliment que vous pouviez me faire. Merci Nicolas Pagnol, les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt, restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.